Chers auditeurs d'Omerta, bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau grand entretien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter, de recevoir Monsieur Karl Zéro. Charles, bonjour Karl. Toujours un plaisir de te voir. Merci. Ta dernière vidéo a très bien marché. D'ailleurs, c'est le best-seller de notre chaîne YouTube. Donc, on va tâcher de faire mieux aujourd'hui. Bon, tu as dépassé le million. Cette fois-ci, on touche les 2 millions cette fois-ci. D'accord, c'est entendu. Beaucoup de nos auditeurs te connaissent. Tu es un producteur, un animateur de télévision. Ex-producteur, ex-animateur. Tu as animé pendant des années le vrai journal sur Canal. Et puis maintenant, tu as cette revue qui s'appelle L'Envers des affaires, que je présente à nos auditeurs. Et je vous invite à vous procurer cette excellente revue dans tous les bons kiosques et aussi via ton site internet. Oui, l'enversdesaffaires.fr, on le trouve assez facilement. En kiosque, bon, je tire 45 000, donc on ne le trouve pas partout, mais normalement on le trouve. Après, j'ai souvent des plaintes. Oui, j'arrive pas à le trouver. D'ailleurs, est-ce que tu fais de l'affichage pour Omerta ? Pas systématiquement. Je n'en ai jamais fait et peut-être je devrais en faire parce que je pense qu'aussi, quand tu fais un trimestriel, les gens ne savent pas quand il sort. À part quand Charles t'invite, mais sinon, comment savoir ? Donc, ça, c'est un truc auquel je pense en ce moment. C'est vrai, mais une des clés pour toi comme pour nous, je vous le signale, chers amis qui nous regardez aujourd'hui, c'est vraiment, puisque nous, Omerta s'intéresse à des sujets géopolitiques, à des questions internationales, etc., à diverses choses. Mais Karl, tu t'es spécialisé, toi, notamment sur le combat pour la protection de l'enfance, les grandes affaires criminelles que tu connais très bien, mais en particulier... La lutte contre le fléau pédocriminel. Exactement. Et il faut dire que cette revue, eh bien, elle n'a pas son équivalent en kiosque. Tu n'as pas de concurrent, on peut dire, parce que ce sont des sujets quand même brûlants et qui peuvent coûter très très cher. Et donc, il faut absolument soutenir le travail de Karl. Et soutenir le travail de Karl, c'est regarder cette vidéo, c'est regarder les vidéos de Karl sur sa chaîne YouTube, sur les différents supports, dans les médias amis où il peut passer, mais c'est surtout, l'argent étant le nerf de la guerre, vous procurer en soutien cette excellente revue. Alors cette revue, pour ce numéro, elle s'intéresse au problème de la ZE, anciennement la DAS. Mais avant de rentrer dans le numéro, est-ce que tu pourrais quand même rappeler pour les auditeurs qui n'avaient pas regardé la première vidéo, peut-être pour ceux qui te découvrent, pourquoi est-ce que tu as décidé, dans cette période de ta vie, de faire de la protection de l'enfance ton combat ? Oh, pour une raison double. D'abord, comme tu l'as rappelé, j'ai été animateur et producteur de télévision, et je te l'ai déjà raconté, mais je le fais en plus rapide cette fois-ci. J'ai dû mon éviction de la chaîne Canal+, de Sinistre Mémoire, lorsque je me suis intéressé de trop près à l'affaire Allègre-Baudis. Et donc, comme j'ai voulu faire mon boulot au fond de journaliste, c'est-à-dire aller vraiment au fond des choses et dire les choses telles que, malheureusement, elles avaient existé dans cette région toulousaine dans les années fin 90, début 2000, il y avait des orgies, et dans ces orgies, il y avait des enfants qui étaient violés. Je l'ai dit, il se trouve que Dominique Baudis, à l'époque, étant président du CSA, l'ancêtre de l'ARCOM, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mes jours étaient comptés à Canal+, ils ont été comptés, puis j'ai été viré. Ayant été viré, j'ai tout perdu, et donc j'avais quand même une dent contre un système, qui est un système où on tolère qu'il y ait des orgies avec des enfants sexuels, des viols, parfois même des abus rituels, etc., et qu'on ne puisse pas en parler en France. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis, je me retrouve à faire des émissions de faits divers sur 13e rue, qui était une petite chaîne, mais qui avait son public, puis sur RMC Découverte, et c'était des reportages, donc je voyage beaucoup, et je fais beaucoup de sujets autour de la pédocriminalité. Je rencontre énormément de personnes touchées par ce fléau, des victimes, des parents de victimes, des gens qui ont perdu un enfant, ou qui cherchent leur enfant, ou dont l'enfant a été abusé par un réseau, etc., et je comprends que ce que j'avais pressenti du temps de Canal+, est devenu une réalité qui gangrène petit à petit tout le pays. Et donc qu'il faut réagir, qu'il faut faire quelque chose.
je m'unis avec les talents, les grands talents que sont Oméra Sellier qui dirige Innocence en danger, et Serge Garde, qui à l'époque était journaliste, qui venait de quitter son poste de l'Humanité, et qui travaillait aussi avec Laurence Beneux, qui elle était au Figaro, qui avait sorti l'histoire du fichier de Zandvoort, et nous sortons 1 sur 5 le manifeste. De 1 sur 5 le manifeste va sortir 1 sur 5 le film disponible sur YouTube, et là, voyant que ça parle aux gens, que tout d'un coup, que quelqu'un comme moi ouvre sa gueule, je me dis, ben voilà, tu vas mettre ta notoriété au service d'une cause qui t'est chère, la défense des gosses. On ne doit pas toucher aux enfants, on ne doit pas violer des enfants, il n'y a pas de sexualité de l'enfance, tout ce qu'on nous raconte là-dessus, c'est du pipeau, c'est un héritage des conneries de 68 pour nous expliquer que, oui, après tout, parce que, évidemment, il y avait un grand courant libertaire de redécouverte du corps, on a le droit d'être pédé, on a le droit d'être lesbienne, bien sûr, vous avez le droit, mais pas les enfants. Et ils ont essayé de... Et d'ailleurs, on en parle dans ce numéro encore, ça c'est le réseau du quartier latin, le réseau qui est sorti en juin, dans Libération et dans Challenge, par deux femmes extraordinaires, d'un côté Inès Chatin, de l'autre Mathilde Brasilier, qui racontent la même chose aux mêmes endroits avec les mêmes personnes. Donc en gros, le centre, c'est la brasserie Lippe, bien connue des Germano-Pratins, et puis les gens qui fréquentent cette brasserie, c'est des sommités, c'est quand même le mec qui a fondé Le Point, le mec qui dirige l'Express, qui est académicien, donc Monsieur Humbert, Monsieur Revel, et il y a là Michel Tournier, il y a là Sioran, il y a là... Enfin, il y a Matzneff, bien entendu, et ces gens-là participent... Et ça, ce sont ces femmes qui étaient des enfants à ce moment-là, nous le racontent. Ces gens-là, que nous, jeunes journalistes, nous devions adorer, aduler, qui étaient des dieux, qui étaient au club du siècle, au club des 100, au club de mon cul sur la commode, on est obligés, nous, de les aduler, de dire que ce sont de... Enfin, Revel, Jean-François Revel, c'est quand même le père de Mathieu Ricard, qui est le bras droit du Dalai Lama, le moine bouddhiste. On est dans la nomenclatura la plus absolue, et ces gens-là, on n'aurait jamais pensé. Bon, maintenant ça sort, et quand ça sort, et c'est en juin, et dans Libé en plus, dans Libé, alors que Libé s'est vautré dans la saloperie dans les années 70, avec ils étaient les premiers à soutenir l'ignoble Tony Duvert, des pédophiles qui étaient en prison pour leur libération, obtenant la signature de Jack Lang et compagnie. Bon, là, ils essayent de se racheter d'une certaine façon. Ils publient en 6 épisodes cette série. Pas un écho, pas un mot dans la presse. Dans les médias mainstream, rien. Parce que, pourquoi ? Parce que ces Humbert et ces Revel, ils ont formé la génération des patrons de presse d'aujourd'hui, et on ne touche pas, oh non, oh là 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 là. Merde, ils mettaient des coupes-papier Christophe là, en argent dans le cul des gosses. Et attends. Donc, voilà pourquoi je suis révolté depuis de si longues années, parce que j'ai crié dans le désert indéfiniment. Mais là où ça devient intéressant, c'est que maintenant, ça change. C'est-à-dire que j'ai fini par comprendre et que l'opinion publique est totalement avec nous. Elle est raccord avec nous. Elle a compris ce qui se passait en haut lieu et elle est très, très, très en colère. Et quand tu prends... C'est pour ça que j'ai fait la couverture de ce numéro 13 sur l'ASE. L'ASE, c'est quoi ? L'ASE, c'est 330 000 enfants. 330 000 enfants qui sont placés de façon abusive. C'est-à-dire que des enfants qu'il faut placer, il y en a. C'est environ 20% qu'il faut placer vraiment. Parce que là, il y a du viol à la maison, c'est inimaginable. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Ouais, hein, c'est l'ancienne DAS. Des tortures, Bon. Et ces enfants-là, les 20%, très bien. L'ASE fait son travail. Après, elle les place comme elle peut. C'est-à-dire dans des foyers où ils peuvent être à nouveau agressés sexuellement par leurs petits camarades ou par des éducateurs. Ça arrive. Alors qu'est-ce qui pose problème Non, il y a plein de problèmes. Deuxième problème, des tas d'enfants sont placés de façon abusive. C'est-à-dire que ils sont placés pour un oui, pour un non. Pour quelle raison ? Parce que c'est une machine à pognon. Il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Il y a 10 milliards d'euros, c'est un trésor. Et ils cherchent des sous, là, Barnier, ils sont tous à vouloir nous gratter. Mais ils les ont, là, les sous. Il y a 10 milliards d'euros. Parce que comment sont placés les enfants ? C'est des associations agréées par les ASE
qui vont accompagner l'enfant. Mais chaque enfant, c'est entre 2 et 10 000 euros. Ils sont assis sur des trésors. Et les gouvernements nous disent « Ah, mais il faut placer de plus en plus d'enfants ». Mais attends, on marche sur la tête. Il faut placer de moins en moins d'enfants. Il faut placer ceux où c'est vraiment utile. Il ne faut pas que sur un simple signalement d'une voisine, on place un enfant, parce qu'un enfant placé, un enfant abusé, il prend perpète. Et un enfant placé, sa vie risque d'être foutue en l'air aussi. Il y a beaucoup de placements abusifs comme ça. Mais je te dis, 80% des 330 000 enfants placés, c'est abusif. C'est-à-dire, c'est des services sociaux qui sont des oiseaux sans tête, qui sont des canards sans tête, ils sont devenus complètement fous. Et c'est une machine, mais on vient de le voir là, il y a quelques jours, il y avait ce procès à Châteauroux, qui concernait 8 enfants qui dépendaient de l'ASE du Nord, qui avaient été placés dans des familles d'accueil, où ils étaient torturés, forcés de travailler, sans être, dès la toute petite enfance, forcés de travailler, battus, et certains violés. Et la justice n'avait pas tenu compte des viols. Et là, quelqu'un qui était l'avocat, qui était Sagnier, Jean Sagnier, m'a raconté que c'était la première fois qu'il voyait une substitut du procureur se mettre à pleurer en audience, de honte, et dire, eh bien, nous allons ouvrir un nouveau dossier sur ces viols, sur ces mêmes enfants. Donc, le problème, toute personne qui a eu affaire aux services sociaux le sait. Si tu mets la main dedans, c'est fini pour toi, on te retire tes gosses. Et de l'autre côté, nous tous, à qui on n'a pas retiré le gosse, nous payons pour ce système. Il faut foutre ce système à plat. Il faut les défoncer. C'est ça la vérité. Il n'y a que le coup de pied au cul maintenant. Mais ça, tu vois bien qui gouverne, quoi. Et c'est-à-dire que tu dénonces, toi, des placements abusifs, mais aussi un manque de contrôle, parce que finalement, si c'est... là, c'est une affaire, mais... Mais ça, c'est... Chaque semaine... Alors, évidemment, ça ne fait pas les grands titres de la presse, parce que c'est au niveau local, et ça concerne 3 enfants là, 2 enfants là, 5 enfants là. Donc ça sort, alors dans tel petit journal, des journaux de province, il va y avoir un petit écho, un petit truc, mais c'est couvert. Là, on a découvert au procès de Châteauroux que c'était couvert, puisque le principal accusé, qui non seulement faisait travailler ses gosses au noir, alors qu'il était famille d'accueil, il violait sa propre fille de 8 ans, il violait une autre petite de 8 ans qui lui avait été confiée, mais il recevait les élus du Nord, et il s'en vante au tribunal, il est déjà en prison, il va reprendre une peine, il s'en fout, il n'a plus rien à perdre, mais je les recevais. Ces mêmes élus du Nord, du département, qui n'ont pas voulu venir au procès, ils n'ont même pas osé se pointer pour s'expliquer. T'imagines ? C'est ça la France, Charles. Oh ! Pardon, je t'engueule. Hein. Justement. Je m'emballe. Non, mais il y a des cas. Regarde, l'affaire Sadoc, dont on parle aussi, c'est pareil. La folie, la stupidité crasse des services sociaux. Elle accuse son ex-mari de viol sur ses 2 enfants. À qui les services sociaux vont-ils donner les enfants ? Au père prédateur. Mais les enfants, souvent les enfants qui sont menacés dans leur environnement familial, le placement peut aussi les sauver. Quel serait selon toi tu dis qu'ils font démonter l'ASE, mais est-ce qu'il y a finalement une alternative ? Ce sont les services sociaux qui ont droit de vie ou de mort sur ces enfants. Les parents n'ont plus voix au chapitre. L'avocat n'a pas voix au chapitre. Il découvre le rapport, tout est lié au sacro-saint rapport des services sociaux, qui généralement arrive le jour de la plaidoirie. Tu parles qu'il l'enverrait avant que l'avocat l'ait lu ? Pas du tout. Il le découvre. Et quoi que disent les services sociaux, le magistrat va suivre l'avis des services sociaux. Donc s'il décide d'un placement dans telle famille d'accueil, dans tel foyer, ou chez le père prédateur, l'autre va dire « Amen, allez hop, next ». Dossier suivant. Le système ne fonctionne plus. Tous les avocats qui sont en charge de la protection de l'enfance te le diront. Il ne fonctionne pas. Évidemment qu'il faut... Pourquoi on a créé Justice pour l'enfance ?
l'association, un collectif d'avocats pour défendre les gosses. Parce que dans ce genre d'affaires, ou dans des affaires simplement d'inceste ou de réseaux pédophiles, il faut qu'on soit là et qu'on aide les enfants et les parents qui sont démunis. Et c'est pour ça qu'on fait des appels aux dons. C'est pour ça aussi que les bénéfices de ma chaîne, de ma plateforme Carl Zero TV sont reversés à Justice pour l'enfance pour payer ces avocats. Parce que bien souvent, les gens sont désargentés ou n'ont même pas l'aide juridictionnelle, n'ont rien. Donc on est là. Bon. Maintenant, ce qu'on dénonce là, c'est un système qu'il faut véritablement remettre à plat. Et alors, il y a des bonnes âmes qui sont un peu spécialisées là-dedans, qui ne parlent que de ça, mais qui sont au fond, alors je ne vais pas les citer, mais ils vont se reconnaître. Et on les voit dans les médias. Eux, ils sont invités dans les médias. On les voit, ils font les beaux et tout. Mais ils travaillent pour le système en réalité. Ils ne sont pas contre ce système. C'est ce système qu'il faut réformer totalement. Il ne fonctionne pas. Il est pourri. Et dans ce système, parce que j'ai l'air de chier sur les réseaux, sur les services sociaux, mais il y a des gens formidables, pas tous, loin de là, mais il y a des gens, il y a des saints, et puis il y a des guignols, des guignols. La formation, c'est 18 mois. 18 mois. Qu'est-ce que tu connais aux enfants après 18 mois de cours? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu crois que ce problème est... Je veux dire, tu disais que tu prenais l'affaire dans le Nord avec les politiques qui se défaussaient, qui faisaient semblant d'ignorer. Est-ce que tu crois que c'est quand même devenu... puisqu'il y a quand même, et tu en parlais au début de l'entretien, le grand public maintenant est concerné par les questions qui ont trait à l'enfance. Est-ce que l'ASE est devenu un sujet de pression sur le personnel politique et comment faire pour obtenir ces changements? Par exemple, une remise à plat de l'ASE. L'ennui, c'est que ça supposerait également de faire le ménage au niveau des réseaux. C'est-à-dire que je ne parle pas des réseaux pédophiles, je parle des différents réseaux d'influence qui existent dans notre pays. On ne va pas tous les nommer, mais on sait très bien de quoi on est en train de parler. Je te protège, t'as fait une connerie, je fais en sorte que tu n'aies pas d'ennui, ça tombe bien, tel magistrat est de la même loge que toi, tel gendarme aussi, tel responsable au niveau départemental de l'ASE aussi. Et comme il est question en même temps d'argent, et il y a aussi ces gens-là sont des élus, ceux qui dirigent, ils sont élus. Donc, dans les services sociaux, ils ont à la fois leurs affidés politiques, parce que quand il faut aller mettre des affiches ou être nombreux à la salle quand Pépère va faire son discours, les mecs des services sociaux, les fonctionnaires, ils sont là. Donc, c'est imbriqué. Il y a quelque chose de terriblement malsain. Ce qui devrait être la priorité, c'est l'enfant, le bonheur de l'enfant. Ça devrait pas être passe-moi la moutarde, passe-moi le séné, machin, les petits arrangements entre amis, on écrase les trucs. Donc, mais ça, ce que je dis là, pour l'ASE et pour les services sociaux et pour les placements abusifs, ça vaut pour énormément de choses dans notre pays. Pour énormément de choses. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. En fait, il faut leur faire honte. Leur faire honte. Leur dire, vous vous rendez compte, telle vie gâchée de gosse, qu'est-ce qui va devenir plus tard? Vous le prenez à l'ASE, à 18 ans, dehors, il devient SDF, ou alors il se prostitue. 15 000 mineurs se prostituent au sein des ASE. C'est une filière. Est-ce que tu penses que les pouvoirs publics ferment sciemment les yeux évidemment sur ce genre de problème comme sur les problèmes évidemment, de pédophilie? dès que c'est un peu gênant, ils ferment les yeux. Ça, pour aller faire les malins à la télé sur BFM ou CNews, sur des sujets à la con, t'as même pas besoin, ils sont déjà devant, ils font la queue devant pour passer. Mais pour parler de ça, et qui dit des trucs? Qui se bouge? Est-ce que tu penses que les problèmes d'enfance maltraitée ou de pédophilie ont connu un essor avec Internet? Oui. Pas d'enfance maltraitée, ça a toujours existé, mais de pédophilie avec Internet, ça s'est multiplié par 150. Puisque, véritablement,
Il y a un marché en ligne délirant maintenant, et qui est très facile d'accès sur le dark. Le dark, il y a des tutos, en 2 secondes, tu es sur le dark. C'est pas un truc où il faut être ingénieur en informatique, hein. Ils y sont tous. Tu peux acheter ce que tu veux. Tu commandes des viols en ligne. Enfin bon, alors qu'ils peuvent se passer chez ton voisin de palier, parce que pour gagner sa vie, comme il est pédo, il viole sa fille, il filme, il revend le truc. Ou alors il va se passer en Thaïlande ou au Népal, ou tu vois. Il y a une espèce de grand marché comme ça, d'exploitation sexuelle de l'enfance à cause d'Internet. Puis Internet, mais il me semble qu'on en a déjà parlé, c'est l'âge l'âge du prédateur. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 24 ans. C'est pas 70 ans, c'est 24 ans, à cause du porno. Habitués très jeunes à voir des trucs très hard, ils ont besoin de s'exciter de plus en plus, et fatalement, ils en arrivent aux gosses. Quand ils ont tout fait, je veux dire la planchette japonaise et la zoophilie, ils en arrivent aux enfants. Toi, tu crois qu'il y a un lien entre porno et pédophilie ? Il est évident. Il est évident, parce que le porno, c'est fait pour quoi? C'est fait pour regarder, te branler. Une fois que tu t'es branlé 4 millions de fois sur la blonde à gros nichons, à un moment, elle te fait moins bander. Donc tu passes au trave, et puis après du trave, tu passes aux enfants. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. J'y peux rien, il y a dans le degré. Il faut toujours plus. Mais c'est la même chose dans la drogue, ou dans l'alcool, ou dans n'importe quel vice. Le diable est là. Pour nos auditeurs, toi qui vraiment suis de très près les affaires criminelles, les affaires de pédophilie en particulier, est-ce qu'il y a des signes annonciateurs? Est-ce qu'il y a des comportements anormaux qui présagent d'un passage, d'une réflexion ou d'un passage à l'acte? C'est très difficile à dire, parce que... c'est très difficile à dire. Ce qui est certain, c'est si varié, en fait, parce qu'il y a des gens qui cachent extraordinairement bien leur jeu, donc il n'y a pas de... Tu vois, le mec ne devient pas subitement suintant, et ça serait trop facile. Et c'est dans toutes les couches de la population, et c'est... ce qui est certain, ce qu'il faut dire aux jeunes parents qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'ils doivent avoir l'œil tout le temps, je le répète toujours, mais c'est très important. L'œil. Pas... Et je sais que la société fait que ils ont la tête prise par 1000 choses, payer le leasing, faire les courses, pas se faire avoir à la pompe à essence, et ainsi de suite. Mais ils ont des enfants. C'est la prunelle de leurs yeux, il faut que ça le reste en permanence. Donc ça veut dire bien regarder, en premier par l'école, qui entoure les enfants. C'est qui, fait quoi, parler avec eux, allez voir. Parce qu'il y a l'intuition qui est très importante, on ressent les gens. On sent bien si la personne est un peu... Parler à l'enfant, beaucoup parler à l'enfant, mais comment il est monsieur machin et madame truc, et... Ensuite, tout ce qui est sportif, tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique, tout ce qui est religieux, tout ce qui est... Pareil, passer les enfants un peu à la question pour savoir, et aller rencontrer les gens, et se rendre compte. Parce que je rappelle qu'il n'y a toujours pas de loi qui oblige l'éducation nationale, par exemple, mais aucune autre institution, à n'engager que des gens après avoir vérifié s'ils sont au FIGES, donc au fichier des personnes recherchées, ou déjà condamnés pour des affaires sexuelles avec des enfants. Donc, en fait, c'est le grand marché, non pas européen, c'est le grand marché pédosexuel. Évidemment, le pédocriminel, le pédophile, le pédosexuel, appelle ça comme tu veux, il va chercher un métier proche de l'enfance. Donc ils sont là. Ils sont là, pas non plus être parano, mais ils sont là. Voilà, c'est à chacun de faire un peu la police, au moins pour ses enfants, quoi. Quand on parle de pédophilie dans les médias, en général, très souvent revient la question du prêtre qui abusait d'un enfant, etc. C'est souvent, je dirais, les blancs cathos qui sont ciblés. Oui, est-ce que tu crois que cette problématique, elle est liée à cette communauté, ou est-ce que
est-ce qu'elle est transversale et que finalement ça touche toutes les communautés et qu'on parle moins de certaines? Il y a des cas de rabbins pédophiles, et pas qu'en France. Il y a eu même plusieurs documentaires en Angleterre, aux États-Unis. Il y a des cas d'imams pédophiles. Il n'y a pas eu de documentaire, mais ça se sait. Mais il y a une différence, et qui est terrible, par rapport aux catholiques. Et moi, je suis catholique. Mais il est des croix pour toutes les épaules, comme disait Marie-Antoinette. Et là, je porte ma croix par rapport à ça. L'erreur, et ce que j'attendais, alors là, je vais être un peu progressiste, ça va te surprendre, Charles, mais je suis obligé de l'être. Ce que j'attendais de notre bon pape François, c'est qu'il autorise évidemment le mariage des prêtres, qu'il autorise que des femmes deviennent prêtres, qu'il autorise y compris, reste assis, le mariage homosexuel des prêtres. Tout est bon pour que ce qui s'est passé depuis la nuit des temps ne se passe plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand, dans les familles, il y en avait un dont on voyait vers 8, 9, 10, 11, 12 ans qu'il allait nous faire un PD, on disait, mon petit bonhomme, tu vas aller au séminaire, tu seras prêtre. Oh, quelle bonne idée! Et il devenait prêtre. C'est-à-dire, et c'est affreux, ça veut dire, parce que c'était mal vu, évidemment, dans une famille, d'avoir un homosexuel. L'homosexualité n'était pas tolérée, donc il fallait cacher le truc. Donc il y en avait un qui serait avocat, l'autre médecin, et le PD, prêtre. Super les gars, bravo. Et l'Église, qui n'autorisait pas le mariage des prêtres, a accueilli en son sein des séminaristes qui, pour la plupart, je suis bien forcé de le reconnaître, et affligé. Et je suis un ancien élève des écoles chrétiennes, frère des écoles chrétiennes, donc j'ai vu ça de très près. J'ai vu comment ça marchait. Et comment ils étouffaient les trucs. Je n'ai pas moi-même été victime, mais j'ai vu comment les élèves qui déjà avaient un petit, on va dire, penchant gay, dès la plus tendre enfance, ou le début de l'adolescence, étaient pris en main par des prêtres qui étaient plus que frôleurs. Donc, si tu veux, là, les orthodoxes, les musulmans, les juifs, les protestants, je mets pas les bouddhistes, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Mais dans leur grande sagesse, parce que j'ai pas lu que Jésus exigeait que ses apôtres ne se marient pas, ou que les prêtres, tu vois, c'est venu d'où cette idée-là? Elle vient d'où? Elle vient de la séparation, là, quand ils se sont engueulés avec les orthodoxes, bon, ok. Et là, à partir de ce moment-là, non. Donc il y avait quoi? Depuis toujours des moines liobriques, des machins, Donc ça, du passé faisons table rase. Pape François, s'il te plaît, autorise toute personne de bonne volonté, met de côté sa vie sexuelle. Il veut devenir prêtre, tu manques de prêtre, prends-le comme prêtre. Voilà ce que doit être l'Église aujourd'hui. Au lieu d'être confite en dévotion, en disant « Ah, on a tout perdu, mais vous allez voir, ça va repartir », va à la messe. Tu vas à la messe, Charles? Pas régulièrement. Bon, va à la messe, tu verras. C'est un peu plate de cheveux bleus qui viennent là, parce que c'est plus une tradition qu'une véritable foi. Le message de bonne nouvelle du Christ, qui devrait être... dans bonne nouvelle, normalement, bonne nouvelle, t'es content, tu te marres. Tu crois que tu te marres à la messe? Mais toi, mais enfin... toi, tu es bien intentionné, mais si on parle de cette question du mariage des prêtres ou de l'homosexualité, la plupart de ceux qui poussent vers ces évolutions sont quand même issus du wokisme, et on ne peut pas dire qu'ils soient les mieux placés pour la protection de l'enfance. On s'en fout, mélange pas tout, peu importe. Peu importe. Peu importe. Il y a effectivement au sein, alors je vois très bien à quoi tu fais allusion, tu as ces catholiques qui en fait ne croient pas, mais qui sont là juste pour faire avancer des trucs issus de différents lobbies. Là, on est d'accord. J'en ai rien à foutre. Moi, je te parle de... attends, c'est pas une histoire qui est très vieille. Hein. Il y a 2000 ans, il y a un mec, il naît. Ce mec, il se trouve que c'est Dieu. Alors, on l'admet, on l'admet pas. Si on l'admet pas, on dit, c'est un grand prophète comme l'islam. Respect à l'islam. Ils reconnaissent que c'est un grand prophète, au moins, à tout le moins, on va dire. Après, on est trois. Alors, les protestants,
Je me demande s'ils y croient vraiment, parce que le fait que la Vierge soit pas une Vierge... bon, déjà, si tu commences à discuter de ça, je suis pas très sûr qu'ils soient sûrs de la résurrection non plus, etc. Maintenant, si Jésus, c'est Dieu lui-même, puisque fils de Dieu, ça veut rien dire, c'est Dieu lui-même, pour quelle raison? Son message, relis l'Évangile, son message à aucun moment est de dire, alors ceux qui répandront la bonne nouvelle, qui entendront la confession et qui distribueront l'Eucharistie, prenez et mangez-en tous, ne doivent pas se marier ni avoir de relations sexuelles. Pourquoi? Ils doivent rester absolument chastes. Alors, dans certaines religions, à un certain degré, tu deviens chaste. Parce que tu as évolué, tu deviens, mettons, évêque. Bon, ok, là, normalement, c'est que tu as pris un peu de bouteille, ça t'est passé. Mais avant, pourquoi? Ce sont des hommes. Qu'est-ce qui nous dit que Jésus, dans sa vie, n'a pas eu de relation? Rien, il n'y a aucun texte là-dessus, il n'y a pas de témoignage. Et quelle importance? Quelle importance? Ce côté, c'est très malsain, c'est très très malsain. Et là, s'il n'y a pas d'aggiornamento de l'Église là-dessus, alors, même si toi, tu le vois dans une... En fait, toi, tu vois un combat politique. Pour moi, c'est pas un combat politique. C'est un combat de défense de l'enfance. Et tu me dis... Ça répond à ta question, pardon, ma réponse était très longue, mais c'est le cri du cœur. C'est-à-dire, tu me dis, oui, on tape un peu trop les cathos blancs. J'aurais pu dire, oui, on tape un peu trop les cathos blancs, mais ils l'ont un peu mérité aussi. Faut bien dire la vérité. C'est vrai, c'est vrai. L'abbé Pierre, tu l'as connu, qu'est-ce que tu penses de cette mise au pilori post-mortem? Je suis très, très mal à l'aise par rapport à cette histoire. Très, très mal à l'aise. Alors, l'abbé Pierre a dit, à chaque interview, il faut que les prêtres se marient, j'ai des désirs d'homme. Il le disait, mais regarde les interviews de 50, 60, 70, on le branche, parce que c'est la grande mode progressiste. Des prêtres qui se marient, des prêtres qui se défroquent pour se marier, qui disent, il y en a marre, attends, je bois un coup d'eau, parce que... Putain, tu me fais parler, Charles, hein. Je reviens... Mais c'est pas fini. Si, parce que là, putain... Bon, Charles, l'abbé Pierre. D'abord, il a dit 50 fois, je suis attiré par les femmes, laissez-nous nous marier, machin. Bon. Et d'un. Et de deux. Qui a fait ce qu'il a fait sur cette terre? À part Mère Teresa, qui a fait ça? C'est juste un saint. J'ai vu que là, il déboulonnait ses statues, ou il débaptisait les places Abbé Pierre. Mais on rêve, on rêve. Alors, après, on me sort. Alors, je vais faire l'enquête. Moi. Je vais y aller. J'ai lu les témoignages. J'ai vu aussi par qui ils avaient été recueillis, ces témoignages. Madame de Haas, grande féministe devant l'Éternel. Est-ce que ça n'est pas, dès le départ, un peu mal intentionné? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté à charge de la brigade légère, à charge ultime, pour détruire, déboulonner justement la statue de l'abbé Pierre? À qui profite le crime? À Emmaüs? Je ne suis pas sûr. Aux pauvres? Encore moins sûr. À la Fondation Abbé Pierre, qui ne veut plus s'appeler Fondation Abbé Pierre, elle va s'appeler quoi? Fondation Hervé Villard? Enfin, soyons sérieux. L'abbé Pierre est... Alors après, on me dit, ah ben non, il y a une petite de 9 ans. Et là, car toi qui défends les enfants... Et alors, ce qui me revient, c'est, oui, il a forcé une petite de 9 ans à lui faire une fellation. Alors là, je me dis, merde. Là, si tu veux... Je dis, mon Dieu. Et puis en fait, tu cherches, et non. C'est une petite de 9 ans qui raconte qu'il a fait faire une fellation à sa mère. Déjà, c'est pas la même histoire. Et on dit, oui, mais alors il profitait de son rôle de Monsieur Emmaüs, donc recueillant des SDF, des femmes, des trucs, pour faire des turpitudes à ces femmes. Il est possible qu'il ait eu la main baladeuse. Il est possible qu'il ait fait l'amour. Il est possible qu'il soit fait sucer. Je suis désolé de parler vulgairement. Est-ce que ça retire quelque chose à son œuvre? Franchement. Alors, tu vas me dire, t'es bien mal placé, toi, le défendre. Non, je mélange pas de choses. On l'accuse pas de pédophilie.
Il y a des rumeurs, mais ça, sur Internet, tu vois, les mecs lisent et puis ils Oui. ok, non, on détourne. Donc, en fait, ce que je voudrais faire, moi, alors si je le fais pas moi, je mets quelqu'un de solide dessus, pour un prochain numéro de l'Envers des affaires, la contre-enquête. Rencontrer ces victimes, bien comprendre comment elles ont été interrogées, pourquoi elles ont été interrogées, pourquoi ça sort maintenant, pas quand il était vivant, qu'est-ce qui a déplu chez l'abbé Pierre vraiment, ou est-ce que c'est globalement une façon de fossoyériser l'Église catholique dans son ensemble. D'enlever la soutane sur le combat. Ouais, mais si il a mal agi, et dans ce que je viens de décrire, tu vas me dire, pour un prêtre, il a mal agi. Après, il n'a pas cessé de dire qu'il, tu vois, il voulait avoir des relations sexuelles libres et qu'il ne comprenait pas du tout ce principe du Vatican, alors qu'au Vatican, tu sais comme moi que c'est extrêmement libertin l'ambiance. Tu as des saints aussi, tu as des purs et durs, et puis tu en as... Moi, je me souviens d'un truc extravagant. Une petite anecdote concerne le Vatican. Du temps du vrai journal sur Canal, je voulais faire un sujet sur les finances du Vatican. On parlait beaucoup de Monseigneur Marcinkus, on parlait beaucoup de tout ce pognon. Est-ce que c'était bien clair? Est-ce qu'il n'y avait pas la loge P2, la mafia, les relations bon. Et d'ailleurs, dans l'affaire récente, dont on a reparlé, parce qu'il y a eu un doc sur Netflix, de la petite qui s'est fait enlever, là, et qui habitait au Vatican, je ne sais plus son nom, Ornella Bidule, il est clair qu'il y avait la mafia et le Vatican, et la loge P2 au milieu. Donc, j'en reviens à mon anecdote. Un jeune curé en soutane, mais plus tradit tu meurs, membre du Vatican, clergé du Vatican, un abbé, vient pour être un peu notre indicateur, notre gorge profonde pour ce petit sujet du vrai journal. Le gars, 30 ans, la trentaine, je te dis, tradit, hein, chaussures rouges, soutane, blond. Il me dit, moi je suis un libertin, au sens du XVIIIe siècle. Le mec, il vit au Vatican. C'est un libertin au sens du XVIIIe. Il ne devait pas avoir de culotte sous sa soutane. Mais les chaussures rouges, j'aurais dû t'alerter. Non, les chaussures rouges. Et ça, voilà, alors là, j'avais en face de moi, tu vois, un mec du Vatican. Je fais, ah ouais, d'accord, putain, merde, et moi je suis catho. Et lui, c'est lui qui me délivre la parole de Jésus. Mon petit Jésus à moi que j'ai. C'est lui. Donc, si tu veux, j'en prends et j'en laisse. Le diable est partout, évidemment. Et il va aller se nicher là où il peut, surtout si c'est au Vatican. Surtout si... Mais je ne pense pas que le diable ait taraudé tant que ça l'abbé Pierre. Et je pense qu'il y a une contre-enquête à faire. Voilà. Alors, dans ton magazine, tu parles aussi d'une affaire dont tout le monde parle, c'est Puff Daddy. Alors, quel regard tu portes sur cette affaire? Est-ce que c'est des soirées de débauche, comme il en existe certainement des centaines ou des milliers dans toutes les élites de chaque pays dans le monde, ou est-ce qu'on est sur autre chose? Ce sont des soirées de débauche, oui, bien sûr, à une échelle qui n'est pas celle de Romorantin, parce qu'il y en a aussi à Romorantin, mais là, ce sont des soirées de débauche avec des gens extraordinairement célèbres, soit qui ne le sont pas encore, mais qui vont le devenir grâce à ce qu'ils acceptent qu'on leur fasse du mal ou du bien, suivant là où on se situe dans ces soirées de débauche. C'est un système organisé par un fou, P. Diddy, qui filme. Donc à quoi ça sert? Toujours, tu dis toujours, il doit y avoir du chantage quelque part. Donc, on le sait au travers des témoignages qu'on a de... Puisque maintenant, des plaintes, il y en a, on doit être à 250. Encore là, il y a, ce matin, on en avait une nouvelle d'un enfant de 10 ans. Il y a une semaine, c'était une fille de 13 ans. Il y a 15 jours, c'était une petite de 9 ans. Donc c'est pédophile aussi. C'est tout sexe, tout âge. Et puis c'est des détails délirants avec cette pièce-là,
où il y a 10 000 bouteilles d'huile pour bébé, qui servent, on imagine très bien à quoi, avec une défense de Puff Daddy qui tient pour... on achète en gros, j'adore cette huile, et donc on l'achète chez Costco, par palette entière, mon cul sur la commode. C'est donc un mec qui va être le parrain de beaucoup d'artistes montants, qui va en profiter pour les sauter. Les autres, ils n'ont pas trop le choix d'une certaine façon, c'est un droit de cuissage, c'est tout à fait comme Weinstein avec les actrices, ou avec Epstein avec les mannequins. Et il fait profiter évidemment ses copains. Donc en premier, ses copains rappeurs de LA, etc., ou de New York et tout. Et puis, en fait, il fait profiter tout Hollywood. Parce que c'est devenu le truc. Ah, il y a une soirée chez Didi. Donc ça va être la soirée normale jusqu'à minuit. Et à minuit, attention, attention, attention. Attention, c'est parti. Comme ils disent à la fête foraine, et c'est parti. Tu vois ça là, c'est le no limit. Festif. Et bon, alors tu me disais que tu préparais, tu avais une idée en tout cas autour des dégénérés. On est dans la dégénérescence la plus absolue. C'est la romantique. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, tu vois bien, je suis pas réac. Hein. Je viens quand même beaucoup plus de la gauche. J'ai même retrouvé une photo de moi là. Je suis avec Harlem Désir. Tu vois qui est Harlem Désir quand même. Et on présente un journal qu'on avait fait ensemble du temps où j'étais dans Jalon. Et on avait fait une coédition qui était une parodie du Figaro Magazine qui s'appelait le Loup-Garou Magazine. J'ai la photo, putain, j'ai 24 ans. C'est hyper drôle. C'est inspirant peut-être aussi. Non, mais si tu veux, je viens pas du même bord que toi, mais sur la dégénérescence, la déliquescence absolue, on est d'accord. On est évidemment d'accord. Alors après, on me dit, moi je me fais engueuler. Ouais, tu es toujours dans des émissions de fachos. Mais en même temps, au moins, les fachos, ils sont un peu conscients des trucs, là. Je m'excuse. Hein. Mais ces milieux, quand même, élitistes, là, on parle de Puff Daddy, donc les milieux artistiques de Los Angeles, etc. Tu les as connus quand même un peu lorsque tu étais producteur-animateur sur Canal. Tu as vu quand même l'équivalent français. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a chez ces élites politico-artistiques dans ces milieux mondains, est-ce qu'on peut dire que la parole est plus libre sur certains sujets? On parle de l'attrait pour les mineurs ou voire pour les jeunes enfants. On se souvient par exemple de la parole de Frédéric Mitterrand qui a dit sur je ne sais plus quelle chaîne, mais devant la caméra, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Est-ce qu'il y a quand même chez ces élites, qu'elles soient américaines ou françaises, un regard qui est plus libre et plus décomplexé sur des sujets qui, au regard de la loi, sont de la criminalité? C'est simple, je vais te répondre. Pour eux, c'est normal. C'est même pas décomplexé. C'est juste normal. C'est même pas un sujet de discussion. C'est juste la vie courante. C'est-à-dire, c'est quoi la formule? Pas d'entrave au plaisir, jouir sans entrave. Il l'applique au pied de la lettre. Et évidemment, plus tu es star à Hollywood ou notable en France ou en Belgique ou en Allemagne, où tu veux, en Angleterre. Là encore, un nid, mais alors ils ont peut-être leur corps, quoi. Puisque même la couronne, enfin la pseudo-couronne britannique, bref. Donc pour eux, c'est juste banal. C'est banal. Donc voilà, c'est pas qu'il faut une longue cuillère pour dîner avec le diable. Ils sont le diable. Il y a toujours deux étages dans les affaires que tu traites. On voit bien qu'il y a un peu des problèmes de pédophilie ou de pédocriminalité pour, je dirais, pour les gens normaux, entre guillemets, je dirais les gens qu'on croise dans la rue, etc. Mais il y a aussi l'étage de ces élites dont on parlait il y a un instant. Et quand on pense à elles, on tombe souvent, là on parle on vient de parler de la cocaïne, de la prise de cocaïne ou de drogue, d'autres drogues pour un député. On a quand même à chaque fois un combo
hein, de déviance sexuelle, de comportement agressif, d'agression sexuelle, sur mineurs ou sur majeurs, des problèmes de consommation de drogue. Qu'est-ce qui fait quand même... Il y a un moment où on a quand même eu des élites qui étaient plus respectables, qui étaient aussi plus respectées. Qu'est-ce qui fait quand même que chez beaucoup de ces élites, il y a la multiplication de comportements quand même déviants, criminels? Comment on a dégringolé en fait? Bah, écoute, si tu veux, prends 2017, il n'y avait pas de... Il y avait Macron, il était tout seul, il n'y avait pas de parti. Donc après, bah, il y a des législatives, il faut bien trouver des députés. Donc on prend qui? Bah, n'importe qui. Mais tu vas pas être content, mais c'était pareil là aux dernières avec le RN. On s'est rendu compte qu'il y avait n'importe quoi. LFI, c'est pareil, c'est n'importe quoi. C'est la voiture balai, t'as dedans. Alors c'est pas, si tu veux, évidemment, si tu veux uniquement, je sais pas, des mecs du niveau à l'ancienne, même ceux que j'ai connus quand c'était moi l'intervieweur politique du vrai journal. Donc je faisais, je sais pas, le meilleur exemple c'est Pierre Messmer, quoi. Je veux dire, Pierre Messmer, c'est pas exactement la même chose que le Gugus là qui prend de la MM3C, là je sais pas quoi, pour faire des soirées chemsex. Bon. C'est vrai que le niveau a baissé, mais le niveau global a baissé. Donc la représentation nationale a baissé aussi, avec le niveau, je veux dire, des Français. Le niveau baisse, la représentation baisse. Normal. Il y a plus de déviants, ou plus de drogués, ou plus, éventuellement, de pédos dans ces élites, parce qu'il y en a plus dans la société, simplement. Donc c'est pas les élites elles-mêmes, c'est le niveau général qui sombre, mais à un moment, pouf, il va remonter, parce qu'il va y avoir le... J'appelais un coup de pied au cul tout à l'heure, il va y avoir un coup de pied au cul à un moment. Il arrive. En tout cas, moi je prêche pour ma chapelle, hein. Défense des enfants, la lutte contre la pédocriminalité. Le coup de pied au cul, il arrive. Et ce que je veux dire, c'est que tu parlais tout à l'heure de Weinstein, on peut parler de Epstein, on peut parler de Puff Daddy, il y a beaucoup d'affaires aussi en France. Même qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces élites qui ont quand même un QI certainement supérieur, qui sont cultivées, qui n'ont pas de problèmes, les problèmes économiques, les problèmes du quotidien, qu'est-ce qui fait qu'elles sombrent en fait dans des déviances gravissimes? Qu'est-ce qui leur manque en fait? Qu'est-ce qui leur convient pas? Alors ce qui leur manque, c'est des valeurs réelles. Ils prétendent avoir pour valeur les valeurs de la République. Voilà. Ils ont les valeurs de la République, ils les sortent à chaque fois, auxquelles ils ne croient pas. Ils ne croient évidemment pas. Liberté, laquelle? Égalité, mon cul. Fraternité, oublie. Donc ils ne croient pas à ces valeurs-là. Ils croient à leurs propres valeurs, qui sont moi, ma gueule et moi. Profiter, prendre du pognon et niquer tant que je peux. Et si je peux plus, du Viagra pour continuer. Si je veux m'éclater. Pour m'éclater, je prends des drogues. Parce que si je suis un petit peu gêné ou un peu mal à l'aise, je vais être tout d'un coup je vais me sentir vachement plus libéré et je vais oser faire des trucs que je n'oserais pas faire. Et en fait, c'est une espèce de concours de jouissance. Et puis c'est un raffinement. La pédocriminalité est un raffinement. L'histoire du quartier latin là, dans les années 70-80 avec les grands personnages qu'on décrivait tout à l'heure, c'est pour eux, ils font partie comme d'un cercle très raffiné et ils rendent des hommages à des divinités gréco-latines en disant, ce qui est sans doute vrai, qu'à l'époque la société entière était pédophile, tout le monde enfilait des enfants, etc., que c'était merveilleux. Ils font référence à ça, puisque Inès Chatin le décrit. Ils font quand même des cérémonies en cape, avec des masques, des capes rouges sombres. Ils entonnent des chants, ils font des offrandes à des divinités gréco-latines. On rêve. On est dans un truc. Et pour eux, c'est le nec plus ultra du raffinement. Donc à la fois, ils s'éclatent et en même temps, ils ont l'impression de toucher à quelque chose de grand, de beau et d'essentiel. Qui est de la merde en barre. Voilà ce que je pense. Tu as dit tout à l'heure que tu croyais en Dieu. Bien sûr. Est-ce que tu crois au diable?
Bah, je vomis le diable. Le diable existe, bien entendu. Bien entendu, il est à l'œuvre tout le temps et partout. Tu mets dans les comportements que tu viens de décrire, les anecdotes que tu viens de nous livrer, est-ce que tu y vois aussi une dimension spirituelle et, tu disais tout à l'heure, c'est diabolique. Elle est éminemment luciférienne, évidemment satanique, évidemment imprégnée par le diable. Certains d'ailleurs le disent clairement. Il y a beaucoup de sectes pédosataniques qui sont à l'œuvre, et où là, alors c'est celle où, là ils vont encore plus loin, c'est celle où ils sacrifient des bébés, ou des SDF qu'ils ont attrapés, ils boivent leur sang, c'est les crimes rituels. Et eux, bien souvent, à 90% des cas, font des cultes au Baphomet, à Satan. C'est des messes. La messe noire, c'est quoi? C'est une messe inversée, avec un autel, avec... ça, c'est des croyances qui sont encore tout à fait ancrées, qui se teintent de magie noire, de sorcellerie, d'ésotérisme. Je voyais pas plus tard qu'hier dans l'excellent, je ne sais plus quoi, Journal du Dimanche ou l'autre, un article sur les Français et l'ésotérisme. 58% des Français, nous dit un sondage, montre que 58% des Français ont une pratique ésotérique. Alors ça va de Alan Kardec qui font tourner des tables, ils croient à Dieu sait quelle divinité hindoue, ou ils font de la magie blanche ou noire, ils lancent des sorts, ils font du vaudou. 58%, c'est beaucoup. Ils touchent quand même à quelque chose qui ne domine pas. Et qui, à terme, forcément, va leur jouer des tours. Ils manipulent quelque chose dont ils mesurent pas. Ils mesurent pas. C'est un domaine, j'ai beaucoup travaillé dessus je monte Omerta. Mais l'envers des affaires, comme ça je montrerai, voilà. J'ai beaucoup travaillé dessus dans différents numéros de l'envers des affaires, notamment dans l'affaire, je rappelle l'affaire de la petite Lola, assassinée dans le 19e, violée et découpée par Dabia Ben-Kired. Mais j'en suis arrivé à la conclusion et à la démonstration que c'était sous l'emprise, justement, d'ésotérisme. Alors là, pré-islamique, les djinns, les enfants zouris, etc. Donc c'était, voilà, une personne, Dabia, une jeune fille normale, qui s'est retrouvée finalement devenir non seulement une meurtrière, mais dans des circonstances horribles. Tout ça parce qu'elle avait été envoûtée, elle était sous l'emprise de vieux dégueulasses qui font ce genre de cérémonie, même pas parce qu'ils y croient eux-mêmes, je pense. Juste pour profiter de jeunes femmes comme Dabia, parce qu'elle est passée largement à la casserole avant, avec eux. Tu crois, toi, au phénomène d'envoûtement, de sorcellerie, etc. Pour toi, c'est une réalité ou c'est une excuse de... C'est les deux, mon capitaine. J'y crois. C'est-à-dire, il faut faire attention de ne pas verser dans le grand n'importe quoi. Mais je crois, chez nous, par exemple, dans la région chrétienne, je le dis au sens large parce que tu as vu que je m'éloignais un peu des cathos qui m'agacent. Donc je me rapproche des orthodoxes qui me rassurent un peu. Donc Qui sont bien réacs aussi, quand même. Qui sont très, 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 très réacs. Oui, on pourrait parler des heures, mais on va arrêter, hein, c'est trop long. Hein. Bon alors, Charles, où on en était, j'ai oublié. Est-ce que tu crois à la sorcellerie, au vaudou, etc. Oui, bien sûr, j'y crois. C'est impossible de ne pas y croire. Mais en même temps, je m'en éloigne au maximum. Je ne la pratique pas. Par contre, je suis très intéressé de parler avec des gens qui pratiquent, comme par exemple l'admirable Cheikh Abdelkader Raouf, qui m'a éclairé, qui pratique la ruqya, tu sais, l'exorcisme musulman. Donc sur les gens qui ont des démons, des djinns. Nous, oui, c'est ça que je voulais dire, nous, les chrétiens, on dit les démons, eux, ils disent les djinns. Sauf que les djinns, il y a des gentils et des méchants. Nous, on voit que les méchants. Mais il y a, en vrai, donc il doit y avoir des sortes d'infra-êtres qu'on ne voit pas, qui existent, qui sont là, et qui nous... qui viennent en nous. Voilà. Et donc lui, il est chargé de les expulser. Et comment il les expulse ? Le cheikh, il a sa technique qui est formidable.
fait des sourates du Coran, et il dit « Prends ça dans ta gueule au djinn ». Et le djinn parle au travers d'un capteur qui lui, alors c'est comme dans l'exorcisme, il prend des voix différentes. Alors on peut dire tout ça c'est du grand guignol. Je crois pas. Pourquoi le CAC 40, ça serait vrai et ça serait pas vrai? Tu vois, il faut être ouvert. Après, bon, enfin, tu vois ma gueule, j'ai pas une vocation à me mettre dans le tournage de table et le pendule. Mais en même temps, je suis intéressé par ça. J'ai fait un livre avec Madame Delpech, qui est voyante, Geneviève Delpech, parce que on était devenus copains comme ça dans un dîner, et quand j'étais sur un fait divers, je lui ai envoyé une photo en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est tout. Et elle n'avait pas Internet. Ce qu'elle me répondait, les 3/4 du temps, m'aidait dans l'enquête. Ah oui. Elle me disait des trucs que personne ne pouvait savoir. Voilà, donc il existe. Le surnaturel, le paranormal existe, évidemment, évidemment. Tu vois, c'est comme les ovnis, on parle des ovnis, là, maintenant ils commencent à dire, les mecs sérieux, je veux dire, les militaires et les scientifiques disent oui, bon, oui, il y a des trucs qu'on n'explique pas vraiment. Après, je suis pas Raël. Je suis pas raélien. C'est une chance, c'est une bonne chose. Pour clore cet entretien passionnant, je vais te poser une dernière question et je vais te demander d'être parfaitement honnête, parfaitement sincère. Je suis toujours parfaitement honnête et parfaitement franc. J'ai passé l'âge de dire des conneries et puis Dieu sait que j'en ai dit. Alors on y va. Est-ce que tu as des informations ou des secrets sur des personnalités ou des affaires que tu n'as pas pu ou que tu ne veux pas révéler? Alors oui, ça pose une question qui est très importante, parce que souvent, je lis à droite à gauche sur les réseaux des petits cons qui disent « Ah oui, mais Karl Zéro, c'est l'opposition contrôlée, il est là pour nous maintenir. » Comme si je les maintenais, je maintiens quoi, tu vois? Oui, il dit pas tout ce qu'il sait. Mais attends, les mecs, vous êtes des purs cons. Alors là, je regarde la caméra. Si j'ai un truc, évidemment que je le balance. Le seul mec qui balance, en réalité, c'est moi. C'est pas l'autre Zoé Sagan, là. Lui, il épluchait les trucs, il balançait tout ce qu'il trouvait, aucune preuve, rien, pas d'enquête. Alors, en fait, de quoi il pense, par exemple, que je défends secrètement Jack Lang? Comme si j'avais le dossier de Jack Lang, mais que je garde pour moi, pour en faire quoi? Ou pour le protéger? Mais j'en ai rien à foutre de Jack Lang. Si j'avais les preuves sur Jack Lang, mais je les sors dans la seconde. J'attends même pas de sortir le trimestriel. Je les mets sur YouTube ou sur X et sur Instagram. Donc, alors, pour répondre complètement à ta question, oui, dans le cadre de justice pour l'enfance, il y a des dossiers qui me sont arrivés, donc c'est très récent, qui sont des réseaux pédophiles, et dans lesquels apparaissent certains noms. Mais ça, il est hors de question que j'en fasse état publiquement, puisque je suis en charge de la défense des victimes. Et donc, toute la difficulté pour moi, maintenant, c'est que quand tu es journaliste, tu balances les trucs. Là, j'ai un rôle différent. Je suis président d'une association. Je ne suis pas avocat. Nous sommes tenus par un secret. Et la grande difficulté, c'est que quand un ou deux noms apparaissent justement dans une affaire de réseau, pour que la justice s'occupe de l'affaire qu'on lui apporte, ça demande beaucoup de ténacité de notre part. Parce qu'ils vont évidemment tout faire pour que ça n'arrive jamais. Qu'il n'y ait pas de procès, qu'il n'y ait même pas d'enquête préliminaire, qu'il n'y ait rien. Parce qu'ils sont emmerdés. Voilà. Donc, là, je veux dire, si la question c'était de me dire, si la question c'est de me dire, est-ce que tu couvres les gens? Bah évidemment que non. Est-ce que tu t'interdis certains sujets ou certaines révélations, etc. En tout cas, je m'interdis des tas de sujets que je ne connais pas. Parce que, bon, je veux bien, si on va boire un pot, on pourra parler de la guerre en Israël, on pourra en Ukraine, tu vois, là, ok. Là, et je pourrais dire des conneries, mais parce que je ne suis pas un spécialiste. Ce dont je te parle là, les réseaux pédocriminels, c'est quand même ma spécialité. Donc, je te jure, évidemment, tu m'as dit grande franchise, je te jure devant Dieu auquel je crois, que je ne couvre absolument rien que je sache. Rien. Et ils le savent. Sinon, d'ailleurs, je serais réinvité dans les médias. Si je couvrais, je montrerais patte blanche et on dirait « Attends, je ne suis plus invité nulle part, Charles, à part chez toi. »
faut aussi rappeler que la base de ton travail, et tu passes énormément de temps aussi dans l'enquête. C'est-à-dire que quand tu as des affaires qui arrivent, tu as tout aussi un travail de vérification et de Voilà. recherche de la vérité. Et j'ai en plus maintenant 2 casquettes, celle d'enquêteur pour le journal, et puis celle de défenseur des enfants, où là c'est très différent. Et où si d'aventure tu es en face d'une victime, d'un gosse, et tu lui montres une photo, et cette photo c'est quelqu'un de connu, mettons politiquement, et il te dit oui, il m'a fait du mal. Voilà. Le but, c'est pas de le mettre en une du magazine, le but c'est que ça aille au procès. Évidemment qu'après je vais te le mettre en une. Mais dans un premier temps, tu comprends le... Sinon, lui, je le mets en une, il me fait un procès, diffamation, il gagne tout ce qu'il veut, prouvez-le, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'enquête. Attends. Non. Faut être sérieux. Et en plus, il s'agit de quoi? Le plus important, c'est qu'il s'agit d'enfants qui ont été abusés, torturés. De quoi on a... Dans des cérémonies, qui ont vu des trucs horribles et qui ont fait eux-mêmes, ont été forcés de faire à d'autres enfants des trucs horribles. Voilà. Donc moi, je suis pas là juste pour... Donc, pour en finir avec les petits cons qui disent n'importe quoi sur le net, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus dingues. Ils sont hors sol, ces gens-là. Hors sol. Ils ont peut-être des raisons d'être devenus dingues. Peut-être qu'ils ont été abusés enfants, peut-être... Et dans ce cas-là, je compatis. Mais se mettre à faire écluser Internet toute la journée, traduire, faire des recoupements, faire des échafaudages, dire tac, distribuer les bons et les mauvais points, mais ça fait pas du tout avancer la cause. Ça fait qu'ils s'entretuent entre eux, qu'ils se détestent entre eux. C'est pareil dans les assauts, d'ailleurs, de défense de l'enfance. Dans les assauts, maintenant que je suis un petit peu dans cet univers-là, je les vois. Je regarde qui y a. Ah, il y a tel avocat. Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Ah, il y a telle personne qui donne des ronds. Mais c'est bizarre, parce que telle personne qui donne des ronds, il est dans tel dossier de pédo. Mais il est proche de l'assaut. Tu vois? Bon, bref, on parlera des plombes. Je reviendrai, Charles. Bon, en tout cas, merci d'être venu. L'entretien était vraiment passionnant. Et je vous rappelle, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de vous procurer absolument ce numéro de l'Enfer des Affaires, de vous abonner à la chaîne YouTube de Karl, évidemment à celle de Merta pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On se revoit très bientôt, c'était passionnant, il y a encore beaucoup à creuser. Et merci pour ta franchise et merci pour ton travail. Ça vaut bien un pouce bleu sous la vidéo et de suivre et de se procurer toutes tes productions. À très bientôt, Karl. Merci beaucoup. Charles. À bientôt.